Imaginez cette scène, au milieu d'un désert brûlé par le soleil, où la température atteint 50 degrés en été, coule une vraie rivière. Et dedans, nagent 1 million de poissons. Cela semble relever de la science-fiction, mais c'est la réalité qu'Israël a créée au cœur du désert du Negev. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera intéressant. Le désert du Negev occupe plus de la moitié du territoire d'Israël. C'est un endroit où les pluies ne tombent que quelques fois par an et où les anciens lits de rivières se sont transformés depuis longtemps en ravins pierreux et secs. Pendant des siècles, les Bédouins y ont nomadisé, ayant appris à survivre là où l'eau est presque absente. Au XXe siècle, les colons juifs ont commencé à exploiter ces terres arides. Ils construisaient des kibboutz, posaient des canalisations, inventaient l'irrigation goutte à goutte. Chaque goutte d'eau était précieuse comme l'or. Mais le rêve d'une rivière vivante dans le désert semblait inaccessible. Tout a changé au début du XXIe siècle, lorsqu'Israël a réalisé une percée dans les technologies de dessalement de l'eau de mer. D'énormes installations sur la côte méditerranéenne ont commencé à transformer l'eau salée en eau douce. Cela a donné au pays un souffle de vie, la possibilité de penser non seulement à la survie, mais aussi à la restauration de la nature. Parallèlement, le système de traitement des eaux usées se développait. Israël a atteint le record de 90% de recyclage, ce qu'aucun autre pays n'a réussi. L'eau purifiée était dirigée vers les champs agricoles, libérant ainsi de précieuses ressources d'eau douce pour d'autres objectifs. C'est alors qu'un groupe de scientifiques de l'université Ben Gourion a proposé une idée folle: créer un écosystème fluvial artificiel en plein désert. Pas simplement un canal avec de l'eau, mais un véritable système vivant avec des poissons, des plantes, des micro-organismes. Beaucoup ont qualifié cela de fantasme, mais les chercheurs croyaient au succès. La première étape a consisté en une étude détaillée de la géologie du Negev. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'étonnant. Sous les sables, à une profondeur de 15 à 30 mètres, se trouvent d'anciennes nappes aquifères. Cette eau s'y est accumulée il y a des milliers d'années, lorsque le climat était plus humide. Mais le plus intéressant résidait dans le fait que l'eau souterraine se réchauffait naturellement par des processus géothermiques jusqu'à 40 degrés Celsius. Elle était saumâtre, impropre à la consommation, mais parfaitement adaptée à la création d'un environnement aquatique stable. L'équipe d'ingénieurs a développé un système d'approvisionnement en eau unique. Il combinait l'eau souterraine chaude avec l'eau de surface purifiée, créant un équilibre optimal de température et de salinité. L'eau devait couler en permanence, imitant un flux fluvial naturel. Le choix de l'emplacement pour la future rivière a pris plusieurs mois. Il fallait trouver une zone avec un relief approprié, où l'eau pourrait couler par gravité, créant un mouvement naturel. Finalement, ils ont choisi une vallée dans la partie centrale du Negev, protégée des vents les plus violents. La préparation du terrain a commencé. Les bulldozers formaient le lit, les excavatrices créaient des différences de profondeur où les poissons pourraient trouver refuge. Les spécialistes du paysage plantaient le long des futures rives des plantes résistantes à la sécheresse, le tamaris, l'acacia, les palmiers dattiers. Parallèlement, l'infrastructure de surveillance était construite. Sur toute la longueur de la future rivière, des stations automatiques étaient installées, capables de surveiller en permanence des dizaines de paramètres: température, oxygène, niveau de pH, teneur en nutriments, vitesse du courant. Lorsque la partie technique fut prête, l'étape la plus délicate commença: le lancement de l'eau. Les premiers jets ont coulé dans le lit en février 2023. Les ingénieurs contrôlaient soigneusement chaque litre, régulant l'apport de manière à ne pas éroder les rives et à créer un courant stable. Les 6 mois suivants ont été consacrés à la stabilisation de l'environnement aquatique. Il fallait attendre que se forme une couche de sédiments de fond, que se multiplient les bactéries utiles, que s'enracinent les plantes riveraines. Ce fut une période d'attente lorsque la rivière existait, mais la vie n'y était pas encore présente. Cette section a traversé à la fois la chaleur et les brusques refroidissements nocturnes.
L'apport géothermique aidait à maintenir la température plus stable. Même lorsque l'air descendait vers zéro et en dessous, l'eau restait dans une fourchette confortable pour les organismes vivants et ne plongeait pas dans un stress glacial. À l'été 2023, des tests ont commencé avec de petits groupes de poissons. Dans des sections spécialement isolées, ils ont introduit quelques centaines de spécimens de tilapia. Ces poissons originaires d'Afrique sont robustes, se reproduisent rapidement et supportent bien les variations de conditions. Les résultats des premiers tests se sont révélés encourageants. Le tilapia ne survivait pas simplement. Il démontrait un comportement normal. Explorait le territoire, se nourrissait, formait des bancs. Cela a donné le feu vert pour l'étape principale du projet. Le jour J est arrivé, janvier 2024. Une colonne de camions avec des réservoirs spéciaux, équipés de systèmes d'apport en oxygène, est arrivée à la vallée. À l'intérieur se trouvaient 1 million de poissons de différentes espèces, élevés dans des fermes piscicoles à travers tout Israël. L'équipe d'ichtyologues travaillait avec une précision chirurgicale. On ne pouvait pas simplement déverser les poissons dans l'eau. Cela aurait provoqué un choc et une mortalité massive. Chaque lot était d'abord placé dans des conteneurs intermédiaires où la température de l'eau s'égalisait progressivement avec celle de la rivière. Le processus de lâcher s'est étendu sur 3 jours. Le tilapia représentait environ 60% de la quantité totale. Encore 30% revenaient aux carpes, résistantes à diverses conditions. Les 10% restants étaient des espèces locales du désert, capables de vivre en eau saumâtre. Les premières 24 heures après le lâcher ont été les plus tendues pour toute l'équipe. Les gens se relayaient jour et nuit, observant le comportement des poissons via des caméras sous-marines. Certains spécimens ont immédiatement commencé à nager activement, d'autres sont restés figés au fond, s'habituant au nouvel environnement. Dans les premiers jours, l'oxygène a chuté, et c'était prévisible. 1 million de poissons en consomment rapidement. Ils ont alors activé des aérateurs supplémentaires pour intensifier le brassage et saturer l'eau en air, pendant que le système atteignait un régime stable. À la fin de la première semaine, le tableau s'est clarifié. Environ 15% des poissons sont morts dans les premiers jours, ce qui correspondait aux prévisions. Les autres se sont adaptés et ont commencé à se répartir le long de la rivière, prouvant des zones appropriées en fonction de la vitesse du courant et de la profondeur. Le tilapia a occupé les zones peu profondes et chaudes, où la lumière du soleil réchauffait l'eau le plus. Les carpes ont préféré les sections plus profondes et plus fraîches, avec un courant lent. Les espèces locales se sont installées dans les zones de transition, démontrant une flexibilité étonnante. Au bout d'un mois, un effet inattendu s'est manifesté. La biomasse de phytoplancton, ces algues microscopiques, a fortement augmenté. La raison est simple. Les déchets métaboliques des poissons ont enrichi l'eau en azote et en phosphore, et les chaînes alimentaires ont commencé à s'activer. Le phytoplancton est devenu la base alimentaire du zooplancton, de minuscules crustacés et autres micro-organismes. Ceux-ci, à leur tour, ont soutenu les alevins et les petits poissons. La chaîne alimentaire a commencé à se former naturellement, sans intervention supplémentaire. Au printemps 2024, les premiers signes que l'écosystème fonctionnait sont apparus. Les plantes riveraines, recevant des nutriments de l'eau, ont poussé au point de commencer à donner de l'ombre. Cela a créé des microzones supplémentaires avec différentes températures et différentes vitesses de courant près des rives. Les oiseaux ont également remarqué la nouvelle rivière. Les premiers à arriver ont été les hérons et les cormorans, attirés par l'abondance de poissons. Cela réjouissait et inquiétait simultanément, le jeune système avait encore besoin de temps pour supporter une telle pression. À l'été 2024, le nombre d'oiseaux a augmenté et il a fallu rendre certaines sections plus protégées. Au-dessus de certaines zones, ils ont tendu des filets afin que les poissons aient des endroits calmes, en particulier là où le frai était attendu. À l'automne, l'administration de la nature et des parcs d'Israël a mené le premier examen à grande échelle. Les biologistes ont utilisé l'électropêche, une méthode d'étourdissement temporaire des poissons par un faible courant électrique pour leur comptage et leur examen. Les résultats ont dépassé les attentes. Plus de 750 000 spécimens ont survécu.
Mais la principale découverte était autre. Lors de l'examen des poissons capturés, ils ont trouvé des femelles de tilapia gravides. Cela signifiait que les poissons ne survivaient pas simplement, ils se préparaient à se reproduire, bien que selon les premières prévisions, cela aurait dû prendre plus de temps. La reproduction a commencé en décembre 2024. Les femelles de tilapia pondaient leurs œufs dans de petites baies protégées peu profondes, où le courant était minimal. Les mâles gardaient les territoires, démontrant un comportement agressif envers les concurrents. Les premiers alevins sont apparus 2 semaines plus tard. De minuscules poissons semi-transparents restaient près du fond, se nourrissant de zooplancton. Leur survie dans la nature est toujours faible, mais même une petite fraction de survivants change rapidement l'équilibre dans le jeune système. Janvier 2025 a apporté une épreuve de froid. Les températures nocturnes pour le Negev ont chuté de manière inhabituelle, et l'équipe s'attendait à des problèmes. Mais l'eau s'est maintenue dans un corridor chaud grâce à l'alimentation géothermique, et cela est devenu l'un des arguments les plus forts en faveur du schéma choisi. Au printemps 2025, la population de poissons dans la rivière était déjà estimée à environ 1 200 000 spécimens. La reproduction naturelle compensait les pertes dues aux oiseaux et aux maladies. L'écosystème a commencé à fonctionner non seulement grâce au soutien externe, mais aussi grâce à sa propre dynamique. Cependant, la croissance de la population a créé un nouveau problème. Par temps chaud, le niveau d'oxygène dans l'eau a commencé à chuter plus rapidement que souhaité. L'eau chaude retient moins d'oxygène, et cela a obligé le système à fonctionner plus précisément. Ils ont alors intensifié l'aération et légèrement augmenté la vitesse du courant. De plus, une partie du régime d'apport en eau a été réajustée de manière à réduire les zones stagnantes pendant les semaines les plus chaudes et à donner plus de mouvement à l'eau. À l'été 2025, la première épidémie grave de maladie s'est produite. Plusieurs centaines de carpes dans une section de la rivière ont commencé à montrer des signes d'infection fongique. Ulcères sur le corps, léthargie, refus de nourriture, tout indiquait un problème. L'équipe vétérinaire a rapidement isolé la section infectée, installant des barrières temporaires en filet. Les poissons malades ont été capturés et détruits pour ne pas laisser l'infection se propager. Les autres dans la zone isolée ont été traités avec des antifongiques. Heureusement, l'épidémie ne s'est pas propagée plus loin. Cet épisode est devenu un rappel. Le système peut sembler vivant et solide, mais il lui suffit parfois d'un seul pathogène pour se retrouver au bord du précipice. Cet incident a rappelé à tous une chose simple. Même un système fonctionnant harmonieusement reste vulnérable à des détails qui s'écrivent habituellement en une ligne dans les rapports. À l'automne 2025, un autre événement inattendu s'est produit dans la rivière. Dans les échantillons, ils ont commencé à trouver des poissons qui n'y avaient pas été introduits. Plusieurs explications étaient possibles. L'une des versions probables était le transport d'œufs par les oiseaux, ce qui arrive parfois dans la nature. Parmi les nouveaux invités se trouvaient de petites espèces locales vivant dans des points d'eau temporaires après de rares pluies. Ainsi, s'est manifestée la dualité intéressante du projet. Hydrologiquement, il reste fermé et contrôlé, mais biologiquement, il est déjà lié à l'environnement via les oiseaux, les insectes et la végétation. En hiver 2025 et 2026, la population était estimée à environ 1,5 million de spécimens. La reproduction continuait et les alevins trouvaient refuge dans les bosquets riverains et dans les sections à faible courant. Mais les scientifiques comprenaient, le véritable test était encore à venir. L'écosystème n'existe que depuis 2 ans, et c'est un délai minuscule à l'échelle de la nature. Il faut observer au minimum 5 et mieux encore 10 ans pour tirer des conclusions solides, surtout pour une zone désertique. Entre-temps, l'intérêt pour le projet a commencé à croître et c'était prévisible. Des délégations de pays voisins venaient voir le système de leurs propres yeux, car la pénurie d'eau dans la région a depuis longtemps cessé d'être une théorie et est devenue une politique et une économie quotidienne. Les États du Golfe Persique observaient avec une attention particulière. Là-bas, il n'y a presque pas d'eau douce, mais il y a des ressources et le désir de construire des solutions pour des décennies à venir. Un tel projet pilote semblait être une opportunité rare de tester des idées non pas sur papier, mais dans la réalité.
Cependant, la copie directe du modèle israélien est impossible. Chaque désert est unique. Dans l'un, la géologie est différente. Dans l'autre, la composition chimique des eaux souterraines est autre. Dans un troisième, les vents imprévisibles et les tempêtes de poussière. Même un schéma réussi nécessite une adaptation. Les scientifiques israéliens préparaient progressivement des publications et des rapports sur les premiers résultats. Il est important que le projet soit positionné comme une démonstration d'approche, et non comme un modèle universel prêt à l'emploi. Les mots-clés ici sont pilote, contrôle, vérification des hypothèses. Le projet dans le Negev a démontré plusieurs choses fondamentales. Premièrement, les technologies modernes de traitement et de dessalement de l'eau permettent de dégager des ressources pour la restauration des écosystèmes sans prendre l'eau directement aux villes. Deuxièmement, les eaux souterraines géothermiques dans les régions désertiques peuvent fonctionner comme un stabilisateur naturel de température. Cette chaleur réduit le risque de variations brusques, ce qui signifie qu'elle maintient la vie pendant les saisons où l'eau désertique ordinaire deviendrait trop froide ou instable. Troisièmement, le bon choix des espèces est d'une importance cruciale. Le tilapia et les carpes n'ont pas été choisis par hasard. Ils sont résistants, omnivores, prennent rapidement de la masse et sont capables de supporter les fluctuations des paramètres de l'eau qui sont inévitables dans le désert. Quatrièmement, la gestion des paramètres est plus importante que les belles promesses. Dans cette histoire, celui qui gagne n'est pas celui qui parle le plus fort du miracle, mais celui qui sait réduire la charge à temps, ajouter de l'aération, ajuster le flux, et n'hésite pas à reconnaître le risque. L'aspect économique du projet mérite également l'attention. Les investissements initiaux se sont élevés à environ 15 millions de dollars américains. Cela inclut la construction de l'infrastructure, les systèmes de surveillance, l'empoisonnement et l'entretien des 2 premières années. Les dépenses courantes pour maintenir le système sont d'environ un demi-million de dollars par an. C'est l'énergie pour les pompes et les aérateurs, les salaires du personnel, la maintenance technique de l'équipement. Pour Israël, ce sont des coûts acceptables pour une expérience écologique d'importance mondiale. Il existe également un retour économique potentiel. La rivière attire des visiteurs et des groupes éducatifs. Elle devient un lieu où les étudiants étudient la restauration écologique. À l'avenir, un modèle prudent de pêche récréative est possible, si les biologistes le jugent sûr. Mais la valeur principale du projet n'est pas dans l'argent. Il montre que l'homme peut être non seulement un destructeur, mais aussi un architecte de la restauration, s'il agit avec prudence et scientifiquement. Dans un contexte de sécheresse et de rivières disparaissantes, un tel exemple touche les gens précisément parce qu'il est vivant. Les critiques du projet soulignent son caractère artificiel. En effet, ce n'est pas une rivière naturelle sauvage, mais un système soigneusement conçu, dépendant des technologies. Mais au XXIe siècle, la frontière entre le naturel et le créé par l'homme se brouille de plus en plus souvent. Prenons par exemple les polders néerlandais, des terres conquises sur la mer. Ce sont des paysages absolument artificiels, mais ils sont devenus la maison de millions de personnes et de milliers d'espèces de plantes et d'animaux. Ou les forêts verticales de Singapour, où les arbres poussent sur des gratte-ciel. La rivière désertique israélienne poursuit cette tradition d'ingénierie écologique. Elle montre qu'à l'ère de la crise climatique, attendre la clémence de la nature peut être dangereux. Parfois, il faut concevoir des systèmes durables, capables d'exister dans de nouvelles conditions. Il est intéressant de comparer ce projet avec d'autres tentatives de verdissement des déserts. La Chine a dépensé des milliards pour la Grande Muraille verte, plantant des milliards d'arbres le long de la frontière du désert de Gobi. Mais beaucoup d'arbres sont morts en raison du manque d'eau. Les pays arabes construisent des fermes avec hydroponie, où les plantes reçoivent l'eau directement aux racines sans sol. Cela fonctionne pour la production de légumes, mais ne crée pas d'écosystème. L'approche israélienne tente de trouver un équilibre entre technologie et nature. Certains écologistes s'inquiètent des conséquences à long terme. Et si le système échappait au contrôle? Et si des espèces invasives pénétraient dans la rivière et évinçaient les poissons introduits?
Et si les conditions climatiques changeaient et l'eau géothermique devenait moins stable? Ces craintes sont fondées. L'histoire connaît des exemples où les interventions humaines dans la nature ont conduit à des catastrophes. L'introduction de lapins en Australie, l'empoisonnement de la perche du Nil dans le lac Victoria, l'assèchement de la mer d'Aral en Union soviétique. Mais l'équipe israélienne a retenu ces leçons. Hydrologiquement, le circuit est contrôlé et la tâche consiste à ne pas laisser l'eau s'écouler librement dans les lits naturels. Dans le même temps, l'influence sur la vie environnante apparaît tout de même, via les oiseaux, les insectes et la végétation, et cela est considéré comme une partie des observations, et non comme un effet secondaire que l'on peut ignorer. De plus, en situation d'urgence, le projet peut être rapidement mis en mode d'arrêt. Il suffit de couper l'apport en eau, et la section commencera à perdre son volume, et les poissons peuvent être capturés et déplacés. Ce n'est pas une option idéale, mais elle existe comme assurance. L'aspect philosophique du projet mérite également l'attention. Qu'est-ce que la nature au XXIe siècle? Pouvons-nous appeler nature seulement ce qui existe sans la participation de l'homme? Ou un écosystème créé par nous fait-il aussi partie de la nature, s'il fonctionne déjà avec un cycle auto-entretenu? Ces questions dépassent le cadre de l'écologie et concernent notre compréhension de la place de l'humanité dans le monde. Nous ne pouvons plus être des observateurs passifs. Notre influence sur la planète est si grande que nous sommes devenus une force qui change le climat et les paysages. La rivière israélienne dans le désert symbolise une nouvelle approche des relations avec la nature. Ni conquête, ni non-intervention aveugle, mais un partenariat prudent. Nous créons les conditions, la nature répond, et ensuite commence un réglage fin. Au début de 2026, le projet est arrivé à une phase critique. Les prochaines années montreront si le système peut exister pendant des décennies ou si c'est un succès temporaire qui se terminera par un effondrement. Les plans pour l'avenir sont ambitieux. Si la rivière continue de fonctionner de manière stable, il prévoit de l'agrandir. Des sections supplémentaires pourraient être créées dans d'autres parties du Negev, formant progressivement un réseau de plans d'eau artificiels à travers le désert. On discute également de la possibilité d'intégration avec l'agriculture. L'eau de la rivière, après filtration, peut être utilisée pour l'irrigation des champs. Les déchets des poissons, riches en nutriments, deviendront un engrais organique. Cela créera un cycle de production fermé. Les chercheurs étudient la possibilité d'introduire dans la rivière des espèces de poissons commerciales. Si une capture contrôlée peut être établie, cela donnera une source supplémentaire de protéines pour la région. Israël importe la majeure partie du poisson. Une production propre réduirait la dépendance. Mais tous ces plans dépendent d'une chose, la stabilité du système existant. Il est encore trop tôt pour parler de passage à l'échelle. Il faut s'assurer que la rivière résistera à l'épreuve du temps, aux sécheresses, aux éventuelles maladies des poissons et à d'autres défis imprévus. Entre-temps, dans d'autres pays, des projets similaires commencent à apparaître. Le Maroc a lancé un programme pilote dans le désert du Sahara, utilisant l'expérience d'Israël. Les Émirats arabes unis investissent dans la recherche pour créer des oasis artificielles avec des systèmes aquatiques. Même aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, où le désert de Sonora souffre de la sécheresse et de l'assèchement du fleuve Colorado, les autorités envisagent la possibilité de créer des systèmes aquatiques fermés, basés sur l'eau recyclée et l'énergie renouvelable. Le réchauffement climatique rend le problème de l'eau de plus en plus aigu. Selon les prévisions de l'ONU, d'ici 2050, plus de la moitié de la population de la Terre vivra dans des régions avec une pénurie d'eau douce. Les solutions traditionnelles, barrages et réservoirs, ne suffisent plus. Il faut de nouvelles approches, combinant les technologies de dessalement, de recyclage, d'utilisation efficace et de restauration des écosystèmes aquatiques. Le projet israélien dans le Negev peut devenir l'une des démonstrations opérationnelles de ce à quoi cela ressemble dans une infrastructure réelle, et non dans une présentation. Il est important de comprendre les limites. La création d'une rivière artificielle dans le désert nécessite des investissements importants, des technologies, de l'expertise. Ce n'est pas une solution universelle pour les pays pauvres.
où les ressources manquent pour de telles expériences. Mais les technologies deviennent moins chères. Ce qui coûte aujourd'hui 15 millions de dollars peut coûter 5 millions dans 10 ans. L'énergie solaire dans les déserts est presque gratuite. Les installations de dessalement deviennent plus efficaces. Les systèmes de surveillance moins chers grâce à la production de masses de capteurs. Avec le temps, des projets similaires pourraient devenir accessibles même aux pays en développement. Les organisations internationales, comme la Banque mondiale et les programmes de l'ONU pour l'environnement, manifestent déjà leur intérêt pour le financement d'initiatives similaires en Afrique et en Asie. L'aspect éducatif du projet ne peut être sous-estimé. L'université Ben Gourion a créé un programme spécial pour les étudiants des pays en développement, où ils étudient les technologies de gestion des ressources en eau dans les régions arides. Les diplômés de ce programme retournent chez eux avec des connaissances et une expérience qu'ils peuvent appliquer dans leur pays. Cela crée un réseau mondial de spécialistes capables de mettre en œuvre des méthodes avancées de gestion de l'eau et de restauration des écosystèmes. L'effet social du projet est également important. Les communautés bédouines locales, traditionnellement engagées dans l'élevage, sont maintenant impliquées dans la surveillance et l'entretien du système fluvial. Cela leur donne un revenu stable et de nouvelles compétences. Les jeunes des villages bédouins reçoivent une formation sur le travail avec les capteurs, l'entretien de l'équipement, les soins aux poissons. Le projet devient un pont entre le mode de vie traditionnel et les technologies modernes, aidant à préserver l'identité culturelle tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. Le potentiel touristique de la rivière se révèle également. L'écotourisme dans les déserts gagne en popularité. Les gens viennent voir de leurs propres yeux le spectacle incroyable. Une rivière vivante avec des poissons au milieu de sable brûlé, où la température en été dépasse 50 degrés. Des plateformes d'observation ont été construites, des excursions éducatives organisées, où les guides racontent les technologies de création du système, les espèces de poissons, l'importance des ressources en eau. Cela attire des visiteurs chaque année, apportant des revenus à la région, même si l'ampleur reste modeste pour l'instant. Certains critiques appellent le projet une vitrine, une démonstration coûteuse de la supériorité technologique sans réelle utilité. Pourquoi dépenser des millions pour des poissons dans le désert quand cet argent pourrait être dirigé vers la résolution de problèmes sociaux? La réponse réside dans le fait que ce ne sont pas simplement des poissons. C'est une plateforme scientifique, un terrain d'essai pour des technologies qui pourraient être utiles à des millions de personnes dans l'avenir. Chaque leçon ici est vérifiée sur le terrain, et non dans un modèle, et c'est un tout autre niveau de valeur. De plus, le projet crée des emplois, attire des visiteurs, produit des connaissances. C'est un investissement non seulement dans l'écologie, mais aussi dans l'économie, l'éducation, la science. Le retour à long terme peut dépasser de nombreuses fois les investissements initiaux. Dans un monde rempli de nouvelles inquiétantes sur le climat et l'extinction des espèces, ce projet touche par le fait qu'il montre l'action. Pas une promesse, pas un slogan, mais une tentative d'assembler un mécanisme fonctionnel là où la nature est restée longtemps silencieuse. Les scientifiques israéliens sont les premiers à reconnaître la fragilité du système et les risques d'échec. Mais ils montrent également qu'avec une approche basée sur la science, les mesures et la volonté de changer de régime, on peut repousser les limites du possible. La rivière dans le désert du Negev est devenue un symbole d'une nouvelle relation avec la nature. Ni exploitation, ni non-intervention romantique, mais une gestion active, scientifiquement fondée. Nous vivons à l'ère de l'Anthropocène, lorsque l'homme est devenu l'une des principales forces façonnant la planète. Cela impose une responsabilité. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être insouciants. Chaque décision concernant l'utilisation des terres, de l'eau, de l'énergie doit être prise en tenant compte des conséquences à long terme pour les écosystèmes et le climat. Le projet israélien montre à quoi cela peut ressembler en pratique. Des mois de préparation, des milliers de mesures, un ajustement constant des régimes, une volonté de s'arrêter et de revenir en arrière. Cela exige de la patience, des investissements, de l'expertise. Dans 20 ans, nous regarderons en arrière et évaluerons si ce projet a été le début d'une nouvelle ère de restauration des déserts ou est resté une expérience isolée.
Beaucoup dépend de la façon dont les événements se dérouleront dans les années à venir. Si le système reste stable, si la population de poissons continue de croître naturellement, s'il est possible d'éviter les épidémies catastrophiques de maladies et l'effondrement de l'oxygène, cela prouvera la viabilité du concept. Alors des projets similaires commenceront à se réaliser partout. Si le système s'effondre, ce sera également une leçon précieuse. Nous saurons quels facteurs nous avons sous-estimés, ou nous nous sommes trompés dans les calculs, ce qui doit être changé. La science se développe à travers les erreurs autant qu'à travers les succès. Pour l'instant, en janvier 2026, 1 million de poissons continuent de nager dans la rivière désertique. Ils se nourrissent, se reproduisent, interagissent avec les plantes riveraines et les oiseaux. L'écosystème vit, respire, évolue. C'est une réalisation incroyable. Au milieu de l'un des déserts les plus rudes de la planète, l'homme a créé une oasis de vie, en utilisant les technologies, la science et la détermination. Indépendamment de ce qui se passera ensuite, ce moment est déjà entré dans l'histoire, comme une preuve de l'ingéniosité humaine. 1 million de poissons dans le désert du Negev, ce n'est pas simplement une expérience écologique. C'est un message aux générations futures. Nous pouvons corriger les erreurs du passé. Nous sommes capables de créer et pas seulement de détruire. Dans un monde où les déserts avancent et où l'eau devient un bien rare, c'est un message vital. Si les histoires sur les technologies qui changent notre monde vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce et partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, cette rivière désertique pourra-t-elle exister dans 10 ans ou est-elle condamnée à s'assécher ? Écrivez quelles solutions pour lutter contre la pénurie d'eau vous considérez comme les plus prometteuses.